c'est l'image du jour, sans aucun conteste. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vais la décrire pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs plutôt de Europe 1. Donald Trump au centre de l'image, à sa droite son épouse, la First Lady Melania Trump, à sa gauche une lapine. Une lapine, puisque nous avons creusé un petit peu les informations. C'est une lapine qui accompagnait une mascotte géante, digne des grands parcs d'attractions, qui est sur le balcon de la Maison-Blanche. Et Donald Trump, dans ce contexte, qui a dit des choses très importantes. Et c'est vrai qu'il y a un décalage assez assourdissant en termes d'image, entre la légèreté de cette image à la Maison-Blanche, parée dans les atours du week-end de Pâques, et les mots de Donald Trump, qui a évoqué bien sûr le soldat sauvé. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on a beaucoup de choses à vous raconter sur cette opération. Mais d'abord, sur ce cessez-le-feu qui est vraiment l'actualité des prochaines heures. Ce cessez-le-feu qui semble être négocié par les deux parties, à savoir l'Iran, le régime iranien et les États-Unis. Un pas significatif est sur le point d'être fait, disait Donald Trump tout à l'heure. Regardez, écoutez. Je veux que nous gagnions et que nous rentrions chez nous. J'apprécie pour la première fois CNN de ma vie. Ils ont fait un sondage. On se disait non, Trump est en train de perdre. Pas du tout. CNN a fait un sondage auprès des électeurs. Et Harry, le présentateur, a dit c'est incroyable, un soutien à 100%, c'est inédit. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Alors on vient d'entendre un autre extrait où il explique qu'il veut que les Américains gagnent et rentrent chez eux un peu plus tôt, et on verra si on a le temps de l'entendre. Il expliquait, on l'a sur les négociations, donc écoutez le son sur les négociations et on poursuit on entame nos commentaires. Nous avons reçu une proposition, elle va dans le bon sens, mais elle est insuffisante. Ce n'est pas encore assez bien, mais c'est une étape très significative. Une étape très significative. Michel Fayet, votre lecture des dernières déclarations, c'est vrai qu'on a été surpris sur la forme avec ce contexte de lapin, de chocolat, de musique en fond et de questions extrêmement sérieuses, fondamentales sur cette guerre. Ce qu'on comprend, c'est que la Maison-Blanche reporte l'ultimatum pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Les deux parties, les deux belligérants principaux négocient à distance à travers des médiateurs. Chacun est d'accord pour un cessez-le-feu, mais pas sur les termes du cessez-le-feu. Est-ce que c'est bien cela ? C'est bien cela, et c'est pour cela que moi, j'y crois pas tellement à ce cessez-le-feu. Parce qu'on est comme au début, avant la guerre, en fait, où il y a des positions qui sont radicalement opposées, puisque Donald Trump souhaite une sorte de capitulation de la République islamique d'Iran avec le renoncement au programme nucléaire, au programme balistique, au soutien au proxy. De l'autre côté, les Iraniens sont prêts à renoncer à rien de tout cela. Ils veulent continuer leur programme nucléaire, continuer leur programme balistique et continuer leur appui au proxy. D'ailleurs, dans les points qui ont été diffusés dans la presse, les points que les Iraniens ont proposés, il y a l'arrêt de toutes les guerres, c'est-à-dire non seulement entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran, mais également l'arrêt de la guerre à Gaza et l'arrêt de la guerre au Liban et l'arrêt de la guerre en Irak et au Yémen. Donc en fait, c'est généralisé, mais on ne voit pas qu'est-ce qui est dans la balance. Et quand apparemment la question a été posée aux Iraniens de quelle est... comment est-ce que vous pouvez exiger tout cela Parce que l'Iran a rejeté, en tout cas c'est la télévision d'État iranienne qui dit que l'Iran rejette la proposition américaine de cessez-le-feu. Justement. Mais en quoi l'Iran a matière à négocier ? Mais c'est exactement ce que je veux dire. C'est la première question. Quel poids ils ont dans la balance ? Figurez-vous, les Iraniens ont dit, mais les Américains se prennent pour qui pour nous imposer quoi que ce soit ? En fait, les Iraniens sont en train de renverser la table comme si c'était eux qui étaient en position de force. Et c'est là le grand danger. C'est-à-dire que s'il y a un accord de cessez-le-feu aujourd'hui, les Iraniens vont crier victoire. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'il y a eu la guerre de juillet 2006 entre Israël et le Hezbollah, Israël s'était lancé dans une guerre qui a été mal planifiée par Ehud Olmert à l'époque. Et cette guerre s'est arrêtée un peu au milieu du chemin, c'est-à-dire sans aller jusqu'au bout. Eh bien, quand Israël a arrêté la guerre, le Hezbollah a crié victoire, ils ont fait des festivals. Et cette musique de la victoire divine que le Hezbollah avait appelée, on l'a entendue jusqu'en 2024, figurez-vous. Donc pendant 18 ans, le Hezbollah a crié victoire sur tous les théâtres, comme quoi il avait vaincu Israël. Mais en fait, vaincre Israël ou vaincre les États-Unis, dans leur langage à eux, c'est tout simplement survivre. Donc en fait, si la République islamique d'Iran survit, elle va crier victoire parce qu'elle a survécu. Et donc, elle se sera soi-disant imposée aux États-Unis et Israël comme ayant été capable de survivre. Et donc, c'est là le grand danger. Et je ne vois pas comment est-ce que Donald Trump pourrait dire aux Américains, dire aux Iraniens, dire au peuple, je parle au peuple iranien, et dire à n'importe qui au monde qu'il a remporté une guerre et une bataille
si jamais il arrive à un cessez-le-feu et que le régime reste et qu'en réalité, on sait très bien... Et ce serait la pire des nouvelles pour les populations iraniennes opposantes au régime, évidemment. En pensant peut-être à eux en priorité aussi. Bien sûr, Julien, mais aujourd'hui, vous avez une bête blessée, entre guillemets, qui sait dorénavant qu'elle peut être attaquée à tout moment. Et donc, ils vont se mettre à accélérer le mouvement pour avoir la bombe nucléaire. Ils vont accélérer le mouvement pour cacher et développer des programmes balistiques. Et ils vont accélérer le mouvement pour soutenir les proxys. On note en bas de l'écran, Olivier Benkemoun, rendez-vous important sur CNews. Ce sera juste après Punchline sur Europe 1 et sur CNews, cette conférence de presse, ces annonces, nous dit-on, de Donald Trump à partir de 19h. Il vient prendre, il y a une demi-heure environ, un peu plus, une petite heure, Donald Trump prend la parole de façon un peu impromptue. Donc je le rappelle, autour de ce contexte de Pâques très festif et un peu anachronique par rapport au fond de ce qu'il disait. Il nous explique, il nous parle de cet officier aviateur qui a été retrouvé, exfiltré, merci beaucoup. Il nous parle de ces négociations et de leur avancée. Il nous parle des armes également qui ont été livrées pour le peuple iranien et qui ont finalement été interceptées par le groupe qui devait les distribuer et qui ont été gardées. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus à 19h ? Quelles annonces il peut nous faire à 19h ? D'abord, il va faire le récit complet du sauvetage incroyable et XXL des deux aviateurs qui sont sains et saufs, c'est ce qu'il a dit. Information importante. Donc, il va quand même ramener les choses à lui. Même si on a beaucoup de détails quand même depuis 24 heures. Gloire à l'armée, etc. Mais non, mais il va expliquer ce qu'il a déjà dit d'ailleurs aux médias Axios, c'est-à-dire qu'on l'a consulté parce qu'au début, on croyait que c'était le signal d'alerte, l'appel qui a été envoyé par le pilote, qui a dit envoyé un message, c'était Dieu est bon, God is good. On a cru que c'était un faux. Donc ils sont allés, mais ils ont quand même pris du temps. Ils pensaient il était aux mains des Iraniens. Donc voilà, ça il va raconter toute cette histoire. Il va ramener les choses à l'Amérique et la grandeur de l'Amérique. Il va hollywoodiser, si vous voulez, cette histoire. De toute façon, je pense qu'il y a déjà un producteur qui est sur le coup. Il y a pas de souci là-dessus. Dans 2 ans, on a le film. En revanche, il va devoir expliquer une chose aux Américains. Et pourquoi leur pétrole va continuer à monter. Ça, c'est très important. Parce que cette conférence de presse, elle ne s'adresse pas à nous, elle s'adresse aux Américains. Ça, c'est très important. Et là, ce qui se passe, c'est que les Américains vont refuser. Donald Trump refuse le cessez-le-feu de 45 jours. Mais il donne quand même 24 heures. Il refuse, mais il donne 24 heures. Et les Iraniens ne veulent pas non plus. Et Michel expliquait pourquoi. Mais il y a un point qui est très important, c'est fondamental. Tout le reste vient au deuxième plan. Ce que veut Donald Trump en préambule, c'est Hormuz, l'ouverture d'Hormuz, la possibilité pour les bateaux de passer Hormuz. Et ça, les Iraniens ne veulent pas. Et en plus, dernière chose, ils disent non, on ne veut pas, mais en plus, on va prendre le contrôle du détroit et on va taxer les bateaux à hauteur de $2 millions. Jonathan, je rappelle que tout à l'heure, on va revenir vraiment sur les dessous de cette opération de sauvetage, sur les annonces de Donald Trump, rapidement, avant qu'on marque la pause. Pour compléter ce que vient de dire Olivier, il est quand même assez effarant de voir que depuis le milieu de la semaine dernière, les monarchies du Golfe ont demandé la possibilité, l'autorisation à l'ONU de pouvoir intervenir militairement pour libérer le détroit d'Ormuz. Et cette voie légale, puisque les monarchies du Golfe ont décidé d'user de ce fameux droit international dont on se gargarise depuis 1 mois et demi maintenant, eh bien l'ONU refuse. C'est qui l'ONU en l'occurrence ? C'est au Conseil de sécurité, c'est la France, la Russie et la Chine qui disent non aux monarchies du Golfe qui sont prêtes à s'engager militairement pour libérer Hormuz. Et pourquoi passer par l'ONU ? C'est une question. C'est la question qu'on est légitime de se poser. Est-ce que Donald Trump peut passer par l'ONU pour entamer cette offensive sur l'Iran ? Et les bateaux français sont passés par le détroit d'Hormuz, notamment CMA-CGM, qui a payé la zakat, la dîme. Michel Fayad. Ouais, on s'interroge beaucoup sur ce que va annoncer... Et c'est autant d'argent pour les mollahs. Rappelons-le, parce que si vous payez pour passer le détroit d'Hormuz, c'est directement dans la poche du régime. Alors on est très en retard, je vais me faire enguirlander, Rachel, très vite. Une phrase, ce qui est en train de se passer aussi, on a parlé du régime iranien, du Hezbollah, il y a aussi le Hamas, qui aujourd'hui sort de nouvelles salves, et notamment par les mots, la volonté de marcher sur Al-Aqsa. Donc la volonté de refaire un pogrom du 7 octobre en Israël. Bon, voilà où nous en sommes à 48 heures désormais de la fin de cet ultimatum, puisqu'il a rajouté... Non, c'était censé être dans la nuit prochaine à 2h du matin, donc ce sera la nuit d'après à 2h du matin. On est un peu plus de 48 heures de cet ultimatum, et on a bien compris qu'il pouvait encore se passer énormément de choses. Le récit de ce sauvetage tout à l'heure. Mais d'abord, les Américains s'inquiètent pour le prix de l'essence, les Français aussi, Olivier. Les pénuries sont-elles en train de se dessiner ? Les prix flambent. On en parle notamment avec Eric, avec Thierry Brosse, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques également, qui va nous rejoindre dans un instant. À tout de suite.